La justice tchadienne a condamné plus de 240 rebelles. Ils ont écopé des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Renvoi à mi-septembre d'un procès de militaires camerounais. Ils sont impliqués dans des exécutions sommaires. La Tanzanie veut rapatrier tous les réfugiés burundais présents sur son sol. Le pays estime que la situation au Burundi permet leur retour. Le tribunal militaire de Yaoundé a annoncé le renvoi d'office de toutes les affaires qui devaient être jugées mardi au 16 septembre. Un communiqué fait part de l'indisponibilité de la présidente. En effet, en juillet 2018, une vidéo montrant des hommes, membres de l'armée camerounaise, exécutant sommairement 2 femmes et leurs 2 enfants, avait été largement diffusée sur Internet et provoqué une vague d'indignation. Le gouvernement avait alors annoncé avoir ouvert une enquête, tout en qualifiant la vidéo de fake news et d'horrible trucage. Il s'était ensuite rétracté en août, annonçant l'arrestation de 7 militaires soupçonnés d'être à l'origine des faits. Ces derniers se seraient produits en 2015, selon l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International. En somme, 7 militaires jugés, dont un capitaine de l'armée, doivent comparaître pour complicité d'assassinat, violation de consignes et complicité des 10 faits, à en croire le chargé de communication du ministère de la Défense. Le procès devait initialement s'ouvrir fin août, mais avait déjà été renvoyé à mardi. Lundi, Amnesty International avait demandé aux autorités camerounaises de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. La précipitation par les habitants à quitter les régions du nord-ouest et du sud-ouest est suite à une opération de verrouillage annoncée par des combattants séparatistes dans cette partie du Cameroun. Une manière pour les séparatistes de protester contre la condamnation de leurs 10 dirigeants la semaine dernière par le tribunal militaire de Yaoundé. 3 factions des mouvements séparatistes ont annoncé ces lock-out pour une dizaine de jours. Cela a laissé la population perplexe et de nombreuses personnes ont choisi de passer dans d'autres régions. Les parcs automobiles des 2 régions sont ainsi superpeuplés et les habitants tentent de fuir pour ne pas être pris au piège. Les enfants courent maintenant pour aller dans le littoral, Konsamba, Loum, partout. Submergés par les potentiels voyageurs en destination de Bafoussam, Douala ou Yaoundé, certaines compagnies de transport interurbain ont doublé, voire triplé le tarif. 2 000, 7 000, voire 10 000 francs CFA de Kumba pour les autres régions. Toutes ces personnes, candidates au départ, témoignent de la même inquiétude. L'incertitude peaufine à l'horizon dans cette partie anglophone du Cameroun à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020. Cet exode massif de la population des 2 régions n'a pas laissé indifférents les autorités administratives qui disent avoir mis sur pied des moyens de sécurité pour une rentrée effective dans cette partie du pays secouée depuis 3 ans par des exactions sécessionnistes. 7 mois après l'avancée de leur colonne dans le nord-est du Tchad, des centaines de rebelles se sont vus condamnés. Pour mémoire, le groupe armé Union des forces de la résistance UFR, mené par un neveu du président tchadien Idriss Déby Itno, était entré début février sur le territoire depuis la Libye. À la demande de N'Djamena, la France avait procédé à des frappes contre la colonne qui voulait renverser le président tchadien. Plus de 260 personnes avaient ensuite été interpellées par les autorités et transférées à Korotoro, une prison de haute sécurité située dans le désert. C'est la cour criminelle spéciale ouverte il y a une semaine qui abrite leur procès. 243 d'entre eux, accusés de terrorisme et complicité de terrorisme, ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Parmi les accusés, 24 mineurs ont été relaxés. Le Tchad a aussi condamné à perpétuité par contumace une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad, dont le meneur du groupe, neveu du chef de l'État.
Ils ont été reconnus coupables de terrorisme et enrôlement d'enfants. L'UFR a indiqué ne pas reconnaître ces condamnations. De même, le groupe armé ne reconnaît pas le nombre de 267 personnes interpellées après l'intervention et parle d'une centaine d'éléments. Le groupe armé Union des forces de la résistance est un groupe armé né en 2009 dont la majorité des membres et des chefs sont à l'origine d'une tentative de putsch en 2008. Au Tchad, toutes les transitions politiques se sont faites par la voie des armes depuis l'indépendance en 1960. L'accord, d'après le ministre tanzanien de l'Intérieur, a été conclu avec le gouvernement burundais et en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Sur ce donc, ce sont 2000 réfugiés qui seront rapatriés chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés burundais en Tanzanie. Le rapatriement de tous les réfugiés burundais démarre le 1er octobre prochain. Selon l'autorité, la Tanzanie abrite actuellement autour de 200 000 réfugiés burundais vivant dans des camps dans la région de Kigoma au nord-ouest. Le ministre tanzanien de l'Intérieur et son homologue burundais se sont déplacés dimanche dans l'un des camps de réfugiés pour annoncer cette décision aux principaux concernés. Décision qui s'accompagne de menaces, le ministre ayant assuré que toute interférence dans la mise en œuvre de cet accord serait punie par la Tanzanie. Il a indiqué disposer d'informations selon lesquelles des personnes, des organisations internationales trompent les réfugiés en leur disant qu'il n'y a pas la paix au Burundi. Quant au Haut Commissariat des réfugiés, il s'est, dans un communiqué, démarqué de cette affirmation, indiquant que si la sécurité s'est globalement améliorée, la situation au Burundi n'est pas à l'heure actuelle de nature à encourager les retours. Par conséquent, les États sont appelés à s'assurer qu'aucun réfugié ne soit renvoyé au Burundi contre son gré et que des mesures soient prises pour que la situation au Burundi soit plus favorable au retour des réfugiés. Le HCR rappelle que des centaines de Burundais continuent de fuir leur pays chaque mois et demande aux États de la région de continuer à les accueillir. L'administrateur du groupe de presse Le Lynx, Souleymane Diallo, et un journaliste de la radio de la même entité, Boubacar Diallo, ont été inculpés de diffamation et placés sous contrôle judiciaire, respectivement les 19 et 20 août à Conakry. Ces poursuites font suite à une intervention sur la radio Lynx FM d'une auditrice accusant le ministre guinéen de la Défense Mohamed Diané d'avoir détourné de l'argent destiné à des casques bleus guinéens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Suite à leur inculpation, des dizaines de journalistes guinéens ont manifesté à Conakry pour dénoncer le harcèlement des médias privés par les autorités. Nous avons été convoqués à la DPJ pour une émission qui n'a pas été du goût du pouvoir et en violation totale de toutes nos procédures. La loi qui a été invoquée, c'est celle sur la cybercriminalité. À notre sens, la radio n'est pas un système informatique. Donc nous ne nous considérons pas comme des cybercriminels. Enfin, la liberté de la presse est menacée et c'est comme si on voulait faire taire les journalistes. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir menacé dans l'exercice de notre boulot? Donc vraiment, si c'est cela, nous nous insurgeons contre cela. C'est pourquoi nous nous levons. Avant que ça ne soit trop tard, c'est maintenant qu'il faut réagir. Nous sommes mobilisés ce matin devant le siège de la Haute Autorité de la Communication pour d'abord interpeller l'institution pour qu'elle rejoue son rôle qui est celui, je vais dire, de régulation de l'exercice du métier dans notre pays. Le deuxième pan de notre mobilisation, c'est envoyer un signal fort aux autorités pour dire que, quelles que soient les manœuvres pour nous faire taire, la presse n'est pas prête à se taire. La Guinée occupe la 107e position dans le classement 2019 de l'Organisation de défense de la presse Reporters sans frontières sur un total de 180 pays. Ces jeunes basketteurs sont parmi les plus prometteurs d'Afrique. Ils viennent du Nigeria, du Cameroun ou encore du Soudan du Sud et ont été sélectionnés pour intégrer la NBA Academy Africa. L'an dernier, la Ligue américaine a ouvert le centre de formation au Sénégal, une première dans le continent. L'objectif, c'est de développer le basket, de développer la NBA sur le continent.
parce que nous avons eu, comme je vous disais tantôt, une longue histoire avec de très grands joueurs qui sont venus de ce continent, qui ont marqué l'histoire de la NBA. Ils sont 18, âgés de 14 à 20 ans, à former la première promotion de l'école. Et leur motivation est à la mesure de leurs ambitions. Tout ce qui est NBA, ça me fera plaisir. Tout ce qui est franchise NBA, ça me fera plaisir, mais de préférence Lakers, oui, j'aime bien. S'ils veulent intégrer la prestigieuse équipe de Los Angeles, Kurt et les autres devront passer entre 2 et 4 ans au centre. Tous n'obtiendront pas un ticket pour la NBA, mais la formation se revendique autant académique que sportive. La NBA a choisi d'apporter diverses compétences à ses élèves, des notions de leadership, de gestion du temps, des choses qui servent à la vie de tous les jours pour réussir. Donc ce n'est pas uniquement un apprentissage du basket. La NBA a aussi récemment annoncé la création en 2020 d'un championnat africain de basket. Un autre débouché possible pour ces futurs champions. Le Japon accueille les chefs d'État africains pour tenter de renforcer la présence de ces entreprises sur ce continent riche en ressources naturelles et en pleine croissance. Ceci face à une Chine de plus en plus conquérante. Co-organisée avec l'ONU, la Banque mondiale et l'Union africaine depuis 1993, cette 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique doit permettre au Japon d'engager une action conséquente sur le continent. La Chine, qui a aussi initié sa conférence, dépasse à présent le Japon largement par les sommes qu'elle engage. 60 milliards de dollars en nouveaux financements promis au cours du sommet Chine-Afrique de l'an dernier, soit le double exactement des engagements de la dernière TICAD en 2016. Apparemment, une véritable bataille entre pays asiatiques pour s'arroger la part belle. Le Japon compte plutôt se distinguer en affichant une volonté d'accompagner ses investissements de qualité d'un développement des ressources humaines locales et d'en limiter le fardeau en termes d'endettement dans une comparaison à peine voilée avec son grand voisin et concurrent asiatique. Tokyo devrait entre autres annoncer cette semaine un prêt de 3,4 milliards d'euros pour financer des énergies renouvelables, dont l'extension d'équipements éoliens en Égypte et des unités géothermiques au Kenya ou à Djibouti. L'État japonais et la Banque africaine de développement devraient aussi annoncer conjointement des projets de 300 milliards de yens pour des infrastructures transparentes et de qualité. Le stock d'investissement direct japonais en Afrique, soit la valeur cumulative de tous les investissements année après année, s'élevait à 7,8 milliards de dollars fin 2017, contre 43 milliards pour la Chine, selon l'agence JETRO. Quant aux exportations nippones vers l'Afrique, elles ont chuté de plus de 27% depuis 2008, tandis que celles de la Chine ont fait un bond de près de 50% sur la dernière décennie, selon la même source.